Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous le voyez dans le titre, on va parler des mathématiques de l'impossible, et c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler la cohomologie. Donc la cohomologie, c'est une branche des mathématiques, et plus précisément de la topologie algébrique, mais dans cette vidéo, je vais essayer d'en parler de façon très simple, et je vais essayer de montrer pourquoi la raison d'être de la cohomologie, c'est, comme le titre l'indique, les mathématiques de l'impossible, c'est-à-dire que ça caractérise ce qu'il est impossible de faire, ou en langage plus mathématique, ça caractérise les obstructions à pouvoir faire telle ou telle chose. Et donc dans cette vidéo, on va voir un certain nombre d'exemples de choses qui sont impossibles, et cette impossibilité est due à des raisons topologiques, et c'est ça que caractérise la cohomologie. Donc ici, vous avez un exemple là sur l'écran d'une chose impossible, qui est ces figures impossibles, comme ce triangle. Vous voyez que si vous le regardez localement, il a l'air d'être un triangle tout à fait normal dans l'espace, mais si vous le regardez globalement, cette figure est impossible. Il y a un problème de perspective, il y a un problème quand on passe d'un point à l'autre, et vous voyez que c'est un problème global. Localement, partout ça a un sens, mais globalement, ça n'en a pas. Et donc cette histoire d'impossibilité va être caractérisée par la cohomologie, qui va être une variante de l'homologie. Donc si vous savez ce que c'est très bien. Sinon, j'ai fait une vidéo déjà dessus. Mais aujourd'hui, on va parler de choses vraiment un peu plus simples. Et la semaine prochaine, je posterai une autre vidéo qui fera suite directement à celle-ci, où on rentrera beaucoup plus en détail dans la cohomologie et où on fera des calculs. Mais la vidéo d'aujourd'hui, ça va être essentiellement des exemples pour vous montrer quelle est l'idée fondamentale derrière le principe de cohomologie. Alors avant de commencer, je voudrais remercier déjà tous ceux qui me soutiennent sur Utip et Tipeee, mais je pense que c'est mieux j'ai mis le lien pour Utip dans la description. Donc en particulier les derniers qui sont de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça et ça m'encourage à continuer. Donc Mathieu, Mamba114, un anonyme, KB, Gossoin, CQFD, Ilyes, Christophe, Julio, Sam, Klempar, Fleg, David, Mathieu, etc. Donc merci à tous, c'est très encourageant. Et donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez donc donner sur Utip, mais aussi ce qui aide beaucoup, c'est de partager la vidéo avec des gens qui pourraient être intéressés. Le but étant d'essayer de montrer à quel point les mathématiques, pour aujourd'hui, des fois la physique, mais aujourd'hui ça va être purement mathématique, à quel point tout ça est joli et comment on peut s'amuser avec. Voilà. Donc je vais commencer. Et donc comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, ça va être des choses relativement simples. Si vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez passer et attendre la semaine prochaine, quand il y aura la vidéo, la deuxième partie de celle-ci, où on parlera beaucoup plus de choses algébriques. On fera des calculs de cohomologie, on introduira les cocycles, et on parlera également de la dualité de Poincaré, du cap produit, etc. Ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, comme j'ai dit, une vidéo assez simple pour juste montrer les exemples. Donc allons-y, c'est parti. Donc le premier exemple de choses impossibles, comme j'ai dit, c'est ce triangle-là, le triangle qu'on appelle parfois de Penrose, parce que Penrose a écrit un article que je mettrai en description, vous pouvez aller le voir. En plus, pour ceux qui ne parlent pas anglais, s'il y en a parmi vous, il a été traduit en français. Il y a une version bilingue de cet article, où il explique comment on peut voir mathématiquement, comment est-ce que vous pourriez arriver à dire mathématiquement le sentiment qu'on a immédiatement en voyant cette figure, qui est qu'elle n'est pas possible. Et on peut formuler ça en termes de cohomologie. La raison, c'est parce qu'il y a donc un cycle ici qui est non trivial, donc cette figure a une topologie non triviale, et c'est ça qui fait qu'il y a un problème. Donc je vous laisserai aller voir ça, du coup je ne vais pas le faire en détail ici. Et aujourd'hui, on va plutôt faire un petit jeu qui est l'illustration ici. Mais avant de faire ça, je vais donner des exemples plus simples. Donc, allons-y. Oh, pardon, ça commence mal. Allons-y avec quelques exemples. Donc, l'idée de base, comme je l'ai dit, c'est que la cohomologie, ça permet c'est la mathématisation la notion d'obstruction. Donc la notion d'obstruction, on va voir ce que c'est. Mais donc quand je dis mathématisme, ça veut dire qu'il y a une notion
dont on a une conception intuitive, et on veut essayer de la formaliser, de donner quelque chose de précis qui pourra ensuite permettre de faire des calculs. C'est un peu la même chose que la notion de symétrie, c'est une notion qu'on a tous en tête. La mathématisation de la notion de symétrie, c'est une notion de groupe. De la même façon, pour l'obstruction, dans un certain sens, c'est la cohomologie qui va répondre à ça. Donc je vais donner un premier exemple tout simple. Un premier exemple tout simple. Imaginez que vous allez faire du ski, et vous avez donc le plan des pistes. Donc sur le plan des pistes, on a des pistes de toutes couleurs, on a des pistes rouges là, on a des pistes bleues, peut-être comme ça, et puis on a des pistes vertes, voilà. Et donc disons que là c'est le haut de la montagne, vous voyez, on est tout ça sur la montagne, voilà. Et donc là le plan des pistes. Et puis il y a des indications sur le plan des pistes qui vous dit que la piste verte, bon elle n'est pas très pentue, hein, le dénivelé n'est que de 100 mètres. La piste bleue, là, c'est quand même beaucoup plus, hein, c'est 250 mètres. Et puis la piste rouge, là, vraiment, c'est gros dénivelé, à 700 mètres. Et donc voilà ce que vous dit le plan des pistes. Eh bien, donc ce que vous disent ces nombres-là, ça vous dit que la différence d'altitude entre le point de départ et d'arrivée de la piste verte, c'est de 100 mètres. Entre le point de départ et d'arrivée de la piste bleue, c'est 250 mètres. Et pareil pour la rouge. Et si vous voyez ça, bah peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, cette situation-là est impossible. Elle est impossible. Pourquoi? Bah, si on essaye de formaliser pourquoi, on va dire bah, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est que 250, qui est le dénivelé pour aller de A, disons, à B, plus 100, qui est le dénivelé pour aller de B à C, devrait être égal au dénivelé qui est ici, qui serait donc de 700. Et bah, évidemment, ce n'est pas égal, et donc ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça encore plus clairement? Pourquoi est-ce que les distances comme ça devraient être additives? Par exemple, vous voyez que si j'avais dit, là je parle bien de dénivelé, si j'avais dit que les distances étaient données par des nombres comme ça, on aurait simplement une inégalité, l'inégalité triangulaire, qui vous dirait que peut-être que le plus court point, ce serait le plus court chemin, ce serait la ligne droite, et donc s'il y avait un triangle, voilà. Mais là, vous voyez que ce n'est pas la même chose que ça. Ici, le problème, ce n'est pas qu'un des chemins est plus long que l'autre, c'est vraiment que ça ne va pas, c'est pas possible si on parle d'altitude. Si on parlait de distance, ce serait bon. Vous voyez, imaginez que je vous dise que la distance entre A et B est de 250 mètres en passant par une piste, B et C 100 mètres, et A et C ce serait 700 mètres, bah, ce serait possible. Si la piste rouge, en fait, fait plein de détours, vous voyez, ce ne serait pas impossible. Mais si on vous dit que c'est les dénivelés, hein, d'accord, ça c'est les dénivelés, alors on sait que c'est impossible. Et pourquoi est-ce qu'on sait que c'est impossible? Parce que les dénivelés, ça provient de la notion d'altitude. Vous voyez, le dénivelé provient de la notion d'altitude. Et donc, ça voudrait dire que bah, le dénivelé de la piste bleue, disons de la piste verte, 100, ce serait égal à l'altitude, disons, h de B moins h de C. 250, ce serait l'altitude de A moins l'altitude de B. Et 700, ce serait l'altitude de A moins l'altitude de C. Et vous voyez que ces équations-là sont incompatibles. Effectivement, ces équations impliquent qu'on devrait avoir la somme de ces deux quantités-là doit être la troisième. Et alors ça, en langage cohomologique, c'est exactement ça qu'on essaye de dire. Les altitudes ici, ça va être ce qu'on appelle une cochaine. Donc une cochaine, c'est quoi? Ça va être juste dire de donner un nombre à chacun de ces points. Vous voyez, je dis l'altitude de C, c'est, je sais pas, une certaine altitude, 1000 mètres, ici 1100, et ici 1350. Alors, évidemment, le dénivelé qui est indiqué ici n'est pas possible. Donc donner les altitudes, ce serait une cochaine, une zéro cochaine. Zéro parce qu'on donne la valeur sur les points c'est de dimension 0. Alors que les dénivelés, ce serait une cochaine, c'est-à-dire qu'on donne des valeurs sur les pistes qui relient les différents points. Et donc la condition qu'il nous faudrait, ce serait que la valeur qu'on met ici, le dénivelé
le dénivelé entre AC doit être égal au dénivelé entre AB plus le dénivelé entre B et C. Ici, je suppose implicitement que j'ai mis la bonne orientation de tout ça, c'est-à-dire que B est bien entre A et C en termes d'altitude. Donc on va revenir sur ces histoires d'orientation. En tout cas, vous voyez, vous avez une condition comme ça. Ceci, c'est une condition sur les dénivelés. Et cette condition, on l'appelle la condition de cocycle en cohomologie. Donc on va voir ce que c'est, mais vous voyez que c'est une notion qui est très très simple. C'est juste une notion de compatibilité. Si la condition de cocycle n'est pas satisfaite, alors la carte ici est impossible. Alors voyons maintenant un deuxième exemple de cohomologie, un exemple tout aussi élémentaire. Ça va être l'exemple des taux de change entre différents pays. Disons qu'on a différents pays. Vous voyez, on a le pays ici, le pays 1, disons P1. On a le pays 2, on a le pays 3, le pays 4, 5, etc. Vous voyez, on a un certain nombre de pays. Et chacun de ces pays a une certaine monnaie qu'il utilise à l'intérieur pour son commerce interne, mais pour faire du commerce international, il va falloir trouver les taux de change entre ces différentes monnaies. Et donc par exemple, le taux de change ici, pour échanger la monnaie du pays 1 vers le pays 2, on va l'appeler le taux de change T12. De la même façon, du 2 vers le 3, on va l'appeler T13. Mais alors peut-être que certains pays n'ont pas de taux de change, ils ne s'échangent pas de monnaie directement, et donc ceux qui se les échangent, en tout cas, vont former un graphe comme ça. Disons qu'on va dire que c'est ça. Voilà, et puis c'est de là, disons. Et voilà. Et après, par contre, 5 n'échangent vraiment avec personne d'autre, 6 et 7 n'échangent que entre eux, et c'est tout. Et donc, dans ces cas-là, les cochaines, on va essayer de faire un peu le même principe que tout à l'heure. On va avoir les zéros. Qu'est-ce que ça va être qu'une zéro cochaine? Une zéro cochaine, c'est on donne une valeur, on donne un nombre pour chacun des points qui sont là. Alors tous les nombres qu'on va regarder, on regarde des nombres réels positifs, puisqu'on va parler de monnaie. Donc une zéro cochaine, c'est un nombre réel positif qu'on associe à chacun des points. Et c'est en quelque sorte la valeur intrinsèque de la monnaie. D'accord? On va dire une sorte de valeur absolue de la monnaie. Et une cochaine. Donc une zéro cochaine, c'est un nombre qu'on associe aux choses de dimension 0, donc ici au point. Et une cochaine, c'est quelque chose qu'on associe aux liens qui sont entre les points. Et donc ça va être les taux de change. Donc une cochaine, c'est un ensemble, c'est l'ensemble de tous les taux de change. Par exemple, si on dit que T12 ici est égal à 3, eh bien, ça veut dire que ça veut dire que la valeur de la monnaie 2 divisée par la valeur de la monnaie du pays 1 vaut 3. Donc ça, ce serait la notion de... Je vais laisser comme ça. Voilà. Ce serait donc le taux de change. Et vous voyez que, comme tout à l'heure, on va avoir des conditions cycliques. Par exemple, si on a... imaginons qu'ici, on a donc T14, et ici, on a donc T12, et ici T42. Eh bien, vous voyez que on sent qu'intuitivement, si on veut que tout ça ait du sens, et si on ne connaît pas les valeurs des monnaies, si on veut que tout ça soit juste, soit équitable, il faut que T14 fois T42, ce soit égal à T12. Sinon, ça ne marche pas. Donc on a une condition de cobord. La condition de cobord va nous dire qu'il faut qu'on ait que TIJ, TJK. Vous voyez, si je change du pays I vers le J, puis du J vers le K, il faut que ce soit la même chose que changer du I vers le K. Il faut que ceci soit vrai pour tous
les IJK. Et donc, maintenant, si... Mais vous voyez, rien a priori ne le garantit, hein, les taux... parce qu'évidemment, les valeurs absolues, ces zéros Cauchy, là, en fait, c'est quelque chose d'assez d'inexistant hein, sur le marché. Il y a pas de... Chaque monnaie n'est pas fixée dans un étalon or comme ça l'était avant. Hein. Maintenant, chaque monnaie, il n'y a pas de valeur, hein, c'est juste une référence en tant qu'elle-même. Et donc, les monnaies sont définies uniquement en regard avec les autres monnaies. Et donc, si on arrive à violer cette condition de cocycle, de Cobord ici, alors des fois on parle de condition de cocycle, d'ailleurs la terminologie, quand on parle de choses assez vagues comme ça, n'est pas forcément très très bien fixée. En tout cas, si jamais c'est violé quelque part, alors on pourrait, vous voyez, gagner de l'argent en faisant des transactions dans le sens qui va bien, donc en échangeant de la monnaie dans le sens où l'inégalité est violée. Et donc la cohomologie ici, c'est l'obstruction à la compatibilité des taux. Vous voyez, si on a une attribution des taux telle qu'il est impossible d'attribuer une valeur à chaque point du réseau, de sorte que les taux dérivent de cette valeur par quotient, vous voyez, de sorte que le TIJ, ce soit juste la valeur, disons la valeur de PJ divisée par la valeur de PI. S'il est impossible de trouver une fonction valeur comme ça qui satisfait ça, alors eh bien, on est dans la cohomologie et donc il y a une possibilité de gagner de l'argent. Donc vous voyez qu'ici, c'est pas vraiment une impossibilité, c'est plutôt une possibilité. Et puis, on pourrait voir aussi de façon cohomologique que vous voyez, les ensembles de pays qui ne se parlent pas, eux peuvent avoir des références complètement arbitraires pour la monnaie. Ce ne sera pas homogénéisé par les rapports de taux. Et donc, vous voyez que ça compte une autre chose topologique qui est le nombre de composantes connexes. Donc, vous voyez le nombre de composantes connexes, voir qu'il y a ça d'un côté, ça de l'autre côté et ça d'un troisième côté. C'est une première chose topologique. Et une deuxième chose topologique, c'est que la seule endroit où on a des contraintes, c'est si on a des cycles comme ça. Donc vous voyez qu'on en a un ici et on en a un ici. Mais ici, on n'en a pas, donc ici, on n'aura pas de condition. Donc vous voyez qu'on voit que ces histoires de fixation de valeur de taux de change dépend bien de la topologie du graphe, c'est-à-dire le nombre de composantes connexes qu'il a et le nombre de boucles qu'il y a dans les différentes composantes connexes. Voilà, donc c'est encore quelque chose pour donner un peu l'esprit de la chose. Prenons un exemple un peu plus mathématique. Donc exemple 3. On va regarder maintenant des équations différentielles. Imaginez que vous avez une fonction f, disons de R dans R, fonction continue. Et vous voulez résoudre l'équation différentielle dy sur dx. Donc je prends x, la valeur, je prends x ici, un paramètre, dans R, et qu'on veut résoudre l'équation différentielle dy sur dx égale f. dx. Bon, et bien ça, vous savez qu'on peut le résoudre, effectivement. On sait qu'il y a forcément une solution. Cette solution, elle existe toujours, et elle est donnée par y de x égale l'intégrale, c'est le théorème fondamental de l'analyse, l'intégrale entre un certain point x0 et x de f de... Alors, je ne vais pas l'appeler x, je vais l'appeler f de t dt. Voilà. Et donc, il y a une infinité de solutions à paramétrer par cette valeur ici. Mais en tout cas, voilà, il y a une solution. Il n'y a pas d'obstruction à résoudre ça. D'accord ? Pas d'obstruction. Et c'est ce que nous dit le théorème fondamental de l'analyse. Il suffit que la fonction soit continue. Bon, mais maintenant, imaginons qu'au lieu d'avoir ça de R dans R, on prend une fonction d'un ouvert U dans C avec U, un ouvert de C. Alors, dans ce cas-là, on a vu, et j'ai fait une vidéo, d'ailleurs je vous invite à la voir, sur les fonctions holomorphes. Il ne suffit pas que la fonction soit continue, ou même si elle peut même être infiniment dérivable, et néanmoins, l'équation ici pourrait ne pas admettre de solution. Voyons un exemple.
Bon, si l'ouvert U, disons qu'il a une forme un peu comme ça c'est U, alors, eh bien, on peut prendre exactement la même solution qu'ici. Y égale l'intégrale de x0 à x de f de t dt. Maintenant, toutes ces choses-là sont des complexes. x0, c'est un élément ici de U. X, c'est un certain élément là. Et l'intégrale, eh bien, on doit la prendre sur un certain contour qui va de x0 à x. On a le choix de contours. Mais donc, si on suppose que f ici est holomorphe, alors l'intégrale ici ne dépend pas du contour qu'on choisit. Donc si à la place de ce contour-là, je prends ce contour-là, ou ce contour-là, ça nous donne la même réponse. Et donc une fois encore, la solution a une réponse non ambiguë. En revanche, et c'était tout le sel de la vidéo que j'avais faite, où j'expliquais un petit peu ce genre de choses-là, si maintenant on a un ouvert U qui est de cette forme-là, et disons qu'il y a un trou dedans, ou peut-être même un autre trou, alors vous prenez le x0 quelque part, vous prenez x ici, mais là maintenant l'intégrale sur le chemin jaune et l'intégrale sur le chemin rouge ne sont pas forcément égales. Hein. En général, comment je vais l'écrire? Je vais l'écrire comme ça. Intégrale jaune de f de t dt n'est pas forcément égale à l'intégrale rouge de f de t dt. Intégrale sur le schéma jaune ou le schéma rouge. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce qu'il y a une topologie non triviale, donc on ne peut pas déformer les lacets. Et donc ça, il y a une illustration qui est très, très connue. Si vous essayez de résoudre par exemple dy sur dx égale 1 sur x, avec x, encore une fois, je l'appelle x, ici j'aurais peut-être dû mettre z, mais maintenant j'ai mis x, donc x est un nombre complexe, alors bien, on sait que on va avoir y qui va être de la forme log de x sur x0, avec x0 une certaine constante. Et ceci, c'est bien défini dans le plan complexe, mais si on tourne, ce n'est pas défini pour x égale 0. Et donc ceci, c'est défini sur le plan complexe privé de 0. Et donc, ici, le problème, c'est que C étoile est topologiquement non trivial. Non trivial. Et c'est pour ça qu'on a un problème. Le logarithme n'est pas défini de façon unique. Et si on tourne autour de 0, on va pouvoir enrouler les lacets autant de fois qu'on veut. Et on va avoir des valeurs qui vont être différentes, hein, qui vont être décalées par des multiples de pi i. Donc, vous voyez, c'est le genre d'obstruction dont on parle en cohomologie. Alors, vous voyez qu'ici, on pourrait se dire, ah mais finalement, et si vous savez déjà ce que c'est que l'homologie et l'homotopie, vous devez voir qu'il y a des liens, ça a l'air d'être vraiment la même idée. Et vous voyez, on regarde des lacets, on regarde comment se déforment les lacets. Sauf qu'il y a une notion un petit peu subtile de différence, et je vais essayer de le faire sentir, et on verra plus en détail, comme j'ai dit la semaine prochaine, comment ça se traduit algébriquement. Donc, je vais arrêter un petit peu ma longue liste d'exemples pour faire quelques remarques générales sur ce que c'est que l'homologie, et je remettrai quelques exemples encore tout à l'heure. Donc, quelques remarques. Revenons donc pour essayer de comparer avec ce que faisait l'homotopie et l'homologie. Je vais rappeler en deux mots ce que c'est que l'homotopie. L'homotopie, le principe, c'est qu'on compte les trous de façon très stricte. Vous voyez, on compte de façon très stricte, c'est-à-dire qu'on regarde, on va dire qu'il y a un trou si on a une application continue d'une sphère, ou disons d'un cercle, si on est en dimension 2, mais ou d'une sphère en dimension plus élevée,
une application continue, et qu'on ne peut pas la rétracter en un point, vous voyez, de façon continue. Et donc, je ne vais pas trop m'y appesantir, j'ai consacré une vidéo au groupe fondamental, hein, je vous réfère à ma vidéo sur le groupe fondamental d'il y a assez longtemps. Bon, la qualité de la vidéo est critiquable, mais bon, peut-être qu'un jour je reviendrai là-dessus. Donc ça, c'est l'homotopie, à ne pas confondre avec l'homologie. Elle compte aussi les trous, mais de façon un peu plus souple. En gros, en homologie, on a le droit de déformer un petit peu les sphères, on a le droit de faire des pincements, de les détacher, etc. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez. Mais donc une bonne illustration de la différence entre les deux, c'est vraiment l'exemple qu'il faut garder en tête toujours, c'est si vous prenez une surface comme ça, avec deux trous, vous voyez une sorte de double tore, alors vous avez ici un lacet qui, selon l'homotopie, est non trivial. Lacet homotopiquement non trivial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce lacet, vous ne pouvez pas, par une déformation continue, vous ne pouvez pas le transformer en un lacet qui serait trivial ici. Et si vous essayez de le faire, si vous essayez de le faire passer comme ça autour de la poignée, etc., il va rester coincé ici à cause du trou, et pareil de l'autre côté. En revanche, c'est un lacet qui est homologiquement trivial. Donc homologiquement, il est trivial. Et la raison pour laquelle il est trivial, c'est que l'homologie, la façon dont on va avoir de compter les trous, ça va être de compter comme quelque chose de trivial, quelque chose qui est le bord d'une autre chose, une chose de dimension plus grande. Donc vous voyez ici, si je colorie toute cette zone-là, elle a un bord, la zone jaune là, donc le cercle jaune, ici, il est égal au bord, et le bord on le note comme ça par cette notation-là, des ronds, de la partie en rouge, qui est ce truc-là. Et donc, dès qu'on a un bord, on va dire que la chose est triviale, et donc ça va faire une théorie beaucoup plus simple. Et donc, l'homologie, vous voyez, c'est une théorie comme ça, qui est basée sur cette idée du bord. Dès qu'on a quelque chose qui est un bord de quelque chose, alors on est trivial. Et vous voyez que la notion, ça veut dire qu'on a le droit, par exemple, si vous avez une surface qui est comme ceci, on dit une paire en anglais on dit pair of pants, vous voyez un truc comme ça. Voilà. Et maintenant, si vous tracez donc le bord de ça, vous voyez le bord c'est l'union de ces, je vais le mettre en jaune plutôt, c'est l'union de ce cycle-là, ici, de celui-ci et de celui-ci. Et vous voyez que ces deux choses-là sont, enfin plutôt la somme de ces trois cycles jaunes sont le bord de la surface rouge ici qui est au milieu. Et donc un bord, vu que ça doit être trivial, si celui-là je l'appelle, disons, A, celui-là je l'appelle B et celui-là je l'appelle C, avec les bonnes orientations, comme j'ai, disons, que le bord de la partie rouge, je vais l'écrire plutôt directement là, en équation, vous voyez que le bord de ça, c'est égal à, dans une certaine orientation, disons B plus C moins A. Et donc ceci, en homologie, c'est la même chose que 0. Et du coup, on peut en déduire l'équation fondamentale ici, qui serait que B plus C, c'est la même chose que A. Et donc vous voyez ce qui s'est produit, c'est que ceci, on peut le déformer petit à petit à un truc comme ça. Hop, et puis il se pince carrément là, et il devient comme ça. Donc, vous voyez que ici on a A, et ici on a B et C.
et ces deux choses-là sont les mêmes en homologie. Donc c'est en ça que vous voyez qu'en homologie, on a le droit de pincer les cercles et de les faire se séparer, alors qu'en homotopie, ça serait complètement illégal. Ici, on a quelque chose qui n'est pas permis. Donc ça, c'est pour l'homologie. Mais maintenant, ici, on peut faire de la cohomologie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cohomologie? Cohomologie. Eh bien, la cohomologie, ça va être d'une certaine façon le dual de l'homologie. Et si vous réfléchissez aux exemples que j'ai donnés au-dessus, l'homologie. Si vous réfléchissez aux exemples que j'ai donnés au-dessus, on n'a pas vraiment manipulé les surfaces, on a manipulé des nombres qu'on associait aux surfaces. Et vous voyez, c'est quelque chose d'assez différent. Si vous revenez au tout premier exemple ici, avec les pistes de ski, on avait un nombre associé à cette piste-là, un nombre ici, et puis aussi des nombres associés aux différents points. Donc, il faut que j'explique ce que ça veut dire, ça. Et pour ça, la notion de dual, c'est une notion qui est fondamentale, et je peux vous référer à l'algèbre linéaire. Donc, un petit rappel. En algèbre linéaire, on peut regarder V, disons, un espace vectoriel. Et donc les éléments de V appartenant à V, sont les vecteurs. Mais on a aussi une notion duale, qui est la notion de covecteur. Donc si je regarde l'espace dual, c'est V étoile, on le note V étoile, et c'est l'ensemble des applications linéaires de V dans le corps de base. Donc disons, ici je vais mettre sur R pour être concret. Et donc c'est l'ensemble des applications de V dans R. Et donc un élément, disons alpha appartenant à V dual, ceci, on va l'appeler un covecteur. Donc les vecteurs, c'est les éléments de l'espace vectoriel. Les covecteurs, c'est les éléments du dual. Et qu'est-ce que c'est que le dual? Eh bien, c'est juste une fonction qui, à tout vecteur, associe un certain nombre. Donc vous voyez, il faut imaginer l'espace vectoriel V. Il faut imaginer l'espace vectoriel V. Bon, c'est par exemple un plan, voilà, un espace vectoriel. Et à tout vecteur, vous lui associez un nombre. Et vu que c'est un espace vectoriel et qu'on fait de l'algèbre linéaire, cette assignation, cette façon dont vous associez un nombre à chaque vecteur doit être linéaire. Alors, ceci, c'est une application linéaire. Et donc, il se trouve que si V c'est un espace de dimension finie, par exemple, alors V étoile est aussi un espace de dimension finie, et les deux sont très proches. Et c'est pour ça qu'ils sont en dualité. Si je reprends le dual du dual, alors je reviens à l'espace initial. On dit parfois l'espace primal. Bon, et donc, la cohomologie, ça va être pareil. On va associer à chaque cycle, à chaque élément de l'homologie, on va associer un dual. Alors ça, c'est entre guillemets, tout ça. Il va falloir voir de façon plus précise comment est-ce qu'on fait ça. Mais l'idée, c'est vraiment celle-ci. Et alors, qu'est-ce que ça va nous dire, faire de façon concrète? Eh bien, voyons un petit peu plus en détail. En détail, on associe aux différentes chaînes, donc en homotopie, chaîne, c'est ce qui généralise la notion de point, ligne, surface, etc. Les différentes chaînes, donc ça peut être des choses de plusieurs dimensions. On associe aux chaînes des éléments d'un groupe. Donc vous voyez, on n'est pas en algèbre linéaire ici. Donc on va associer non pas des éléments d'un espace vectoriel, mais des éléments d'un groupe, enfin plutôt pas d'un corps, mais d'un groupe, et d'un groupe abélien G. Donc vous voyez maintenant, on a non seulement la structure topologique, vous voyez ici, c'est là que joue la topologie, va entrer ici, mais on a aussi maintenant un deuxième personnage dans l'histoire qui est l'algèbre en tant que discipline, qui intervient par le biais de ce groupe G.
Et donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et on peut faire même plus de choses. Imaginons qu'on mette plus de structures. Si on remplace le groupe G par un anneau R, alors l'homologie, la cohomologie, pardon, devient elle-même un anneau. Et donc ça, on le verra, mais donc ça c'est fondamental, ça veut dire que maintenant, vous voyez, la cohomologie c'est une machine qui vous mange un anneau et qui associe à toute topologie un nouvel anneau. Et ça c'est une structure qui est très très riche et qui n'existe pas. Ça n'existe pas en homologie. Donc d'une certaine façon, la cohomologie est plus riche parce qu'elle a cette chose-là. Évidemment, il y a aussi des choses qui manquent, mais voilà. Donc ça, c'est l'idée centrale de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et donc cet anneau, vous voyez la force que ça a. Essayons de comprendre ce que ça peut vouloir dire que d'avoir un anneau ici. Si j'ai un anneau, ça veut dire que c'est un anneau, on a un anneau dont les éléments, c'est pour ça que j'écris en toutes lettres pour que vous compreniez bien, dont les éléments sont des objets, on va dire, géométriques ou topologiques. Et donc un anneau, je rappelle pour ceux qui auraient oublié, un anneau c'est non seulement un groupe, donc on peut additionner les choses, et ça on en avait un petit peu l'habitude déjà en homologie, on faisait des calculs comme ça par exemple, vous voyez, B plus C égale A, ça veut juste dire que A peut devenir B plus C, mais maintenant on a mieux que ça, on peut multiplier également. Et alors, ça c'est fou, qu'est-ce que ça voudrait dire multiplier des choses comme ça topologiques? Eh bien, ça doit avoir un sens, et donc on verra ce que ça donne, et ça va même nous faire en fait changer de dimension. Et donc on verra dans la vidéo la semaine prochaine que, par exemple, le produit correspond à une généralisation, plutôt une formalisation de la notion d'intersection. Vous voyez, l'intersection, qu'est-ce que c'est que l'intersection? Eh bien, disons que vous avez une certaine courbe ici, comme ça, et puis une autre courbe comme ça. Eh bien, vous voulez pouvoir dire que l'intersection de ces deux-là, c'est ces points-là, ici, ici, et là. Et effectivement, c'est ça que cet anneau va nous donner. Il va nous prendre en argument la courbe rouge, la courbe bleue, et tac, le produit, ça va être une variété, une chaîne de dimensions différentes. Ici, donc, vous voyez, on a pris deux chaînes de dimension 1 et on rend une chaîne de dimension 0. Ça va plutôt être des cochaînes. Enfin, on peut le faire aussi avec des chaînes, donc on verra tout ça. Et il y a tout un dialogue comme ça, des dualités qui vont passer des chaînes aux cochaînes, l'intersection, etc. Le produit qui est dans cet anneau, qu'on appelle le cup produit. Donc on verra tout ça. Et c'est lié également à la notion d'orientation, et donc voilà, on verra tout ça la prochaine fois. Mais donc c'est pour vous dire que cette cohomologie, ça contient, non seulement ça caractérise les obstructions, et ça on le verra encore plus une autre fois, mais ça fournit une structure algébrique qui est vraiment tout à fait remarquable. Donc après ces remarques un petit peu générales, eh bien pour vous montrer un peu comment on va pouvoir changer de dimension, je vais vous donner un autre exemple. Alors, je ne sais plus le combien c'est. Exemple 4. Donc un autre exemple de cohomologie qu'on appelle la cohomologie de RAM. Donc de RAM, c'est le nom de
d'une des personnes qui a étudié ça. Cette cohomologie de De Rham, je ne vais pas passer beaucoup de temps ici dessus, on en reparlera aussi la prochaine fois, mais si vous avez vu une des nombreuses vidéos où j'ai parlé de formes différentielles, eh bien c'est de ça qu'il s'agissait. Donc je vous rappelle, par exemple, imaginons qu'on est sur un tore, comme ça, un tore qu'on peut voir comme étant donc, T2, qu'on peut voir comme étant R2 quotienté par Z fois Z. Vous voyez, on quotiente le plan par un réseau, on identifie ce côté avec ce côté et ce côté avec celui-ci. Et donc disons que cette direction-là, on l'appelle X et cette direction-là, on l'appelle Y. Alors, on va avoir des formes différentielles là-dessus. Je ne vais pas redonner la définition, vous pouvez aller voir mes vidéos sur les différentiels. On peut avoir des zéro-formes différentielles qui vont être générées par les constantes. On peut avoir des une-formes différentielles qui vont être générées par dx et dy. Des deux formes qui vont être générées par dx produit vectoriel, enfin produit extérieur avec dy, et c'est tout. Et cette chose-là nous donne ce qu'on appelle un complexe. Et la chose qui nous fait passer d'une forme à l'autre, c'est ce qu'on appelle la dérivée extérieure, qui vérifie la propriété fondamentale que d carré égale 0. Donc encore une fois, vous pouvez aller voir ce que j'ai raconté sur les formes différentielles dans le passé pour voir comment toutes ces choses-là sont définies et comment est-ce que ça marche. Toujours est-il qu'ici, vous avez une succession d'objets qui, vous voyez, vivent en dimension 0, 1, 2, et il y a une application D qui fait monter comme ça le degré. Alors que si vous comparez avec l'homologie, qui était ici, on avait une application Bohr, mais vous voyez, l'application Bohr, elle fait descendre. Elle prend quelque chose de dimension 2, tac, elle rend en dimension 1, et si on avait quelque chose de dimension 1, elle rendrait quelque chose de dimension 0. Donc l'application Bohr, elle va dans l'autre sens. Alors que pour les formes différentielles, la dérivée extérieure, elle fait monter le degré des formes. Et donc c'est ça aussi une autre manifestation de la dualité. L'homologie va dans un certain sens, elle fait descendre les degrés. La cohomologie va dans l'autre sens, elle fait monter les degrés. Et donc l'étude des formes exactes, fermées, etc., c'est exactement ça aussi, une autre version de la cohomologie. Et j'en parlerai, comme je l'ai dit, la prochaine fois. Et donc, bon, par exemple, pour donner un exemple tout bête, en dimension 3, par exemple, cette dérivée extérieure, elle prend des noms usuels, le gradient, la divergence, le rotationnel. Le D2 égale 0 vous donne les identités classiques sur l'analyse vectorielle. Et vous pourriez vous demander, si j'ai quelque chose, par exemple, j'ai un champ, disons, B, tel que la divergence de B égale 0, est-ce que je peux, pour l'interrogation, dire que B est égal au rotationnel de quelque chose d'autre? J'ai une équation différentielle à résoudre, c'est la même que tout à l'heure, c'est la même qu'ici, en fait, même qu'ici. Ça va dépendre de la topologie. Et quel aspect de la topologie? Eh bien, précisément, la cohomologie. Donc, il va y avoir une cohomologie. C'est la cohomologie de De Rham. Qu'on appelle H étoile de Rham, qui répond. Elle dit si c'est possible ou pas. Si c'est toujours possible ou pas. Voilà, donc vous voyez qu'on a encore une fois une manifestation de cette mathématique de l'impossible. On voit est-ce que les choses sont possibles ou non. Voilà, donc j'ai un petit peu raconté. Maintenant, je voudrais vous montrer un petit jeu. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais je vais le faire maintenant. Une sorte de jeu, alors c'est pas vraiment un jeu, mais enfin, vous allez voir si ça vous amuse. Mais en tout cas, un exemple de calcul de cohomologie, mais basé sur quelque chose de très très simple où on peut manipuler et on n'a besoin d'aucun formalisme. Donc on va faire ça.
Et pour ça, je vais avoir besoin de petites images. Alors, heureusement, je les ai préparées à l'avance. Et alors, je vais aller les récupérer. J'aurais dû ouvrir le dossier avant. Voilà. Je copie l'image pour pas avoir. C'est juste pour pas avoir à dessiner des quantités de dessins. Donc, je vais faire un grand trait là. Et donc, on va maintenant passer à l'exemple 5. Et donc là, je vais copier ceci, voilà. Voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai dessiné des carrés et je les ai triangulés. Et donc ceci, c'est une structure simpliciale. Donc c'est censé paramétrer le plan, mais disons ici juste ces carrés-là. Et on va essayer de comprendre quelle est la topologie de ces carrés juste en regardant le jeu. Et donc il faut que je vous donne comme ça les règles du jeu. Donc les règles du jeu, ça va être qu'il va y avoir des objets de 3 dimensions possibles. Et alors je vais les appeler, alors il faut que je choisisse des couleurs. On va dire qu'en bleu, on va mettre les points. Donc je vais vous donner un exemple de ce qu'on appelle une zéro... Pardon. Une zéro cochaine. Une zéro cochaine, ça va être juste vous imaginez que ceci c'est une espèce de damier et vous pouvez mettre des pions quelque part sur les sommets. Donc par exemple, je mets un pion là, un pion là, un pion là, un pion là et un pion là. Voilà, donc ça c'est un exemple de zéro cochaine. Maintenant, je vais adopter une autre couleur pour les une cochaine. Une cochaine, ça va être pareil, vous mettez des pions, maintenant une espèce de domino, quelque chose comme ça, sur les arêtes du... Alors je veux dire, on a le droit de mettre sur les bords. Hein, tu vas mettre sur un bord là pour... Et donc pareil, on va mettre sur les... Voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, Voilà. Donc ceci, c'est un exemple de une cochaine. Et puis finalement, on va mettre les exemples de deux cochaines. Donc là, il faut colorier, il faut mettre des tuiles sur les triangles. Donc là, j'ai un outil bien qui permet de le faire. Donc hop, par exemple, vous voyez, on colorie comme ça. Voilà, donc ça c'est un exemple de deux cochaines. Voilà. Bon, donc ça c'est les outils de base qu'on a, c'est les chaînes. Et maintenant, l'opération fondamentale qu'on va devoir utiliser, c'est qu'on a une opération de cobord. Donc vous vous rappelez, en homologie, on a l'opération bord. Donc là, je vais vous parler de l'opération de cobord. Mais encore une fois, vous n'avez rien besoin de savoir. Tout va être complètement clair. Enfin, tout va être complètement défini par les petits dessins que je vais faire. Alors, le seul truc qui va être pénible, c'est que l'écran va peut-être pas être assez grand. Bon, mais c'est pas grave. Je vais essayer de me débrouiller comme ça. Et donc, ce que je vais dessiner là, maintenant, c'est l'application donc cobord, qu'on appelle delta. Vous voyez, je vais calculer pour chacune de ces cochaines quel est le delta. Alors en fait, ça va bien tomber ça va bien tomber, vous allez voir pourquoi. Donc, le delta, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais le dessiner en jaune. Donc, le delta de la cochaine en bleu ici, eh bien, vous dessinez simplement, vous mettez un... Donc le delta d'une zéro cochaine, c'est une cochaine, donc ça va être un dessin ici en jaune, tel que vous coloriez les arêtes si les deux extrémités ne sont pas identiques. Donc, par exemple, ici, ici, ici et ici, il faut que je les colorie, parce que vous voyez, il y a un pion qui était posé là. Je vais remettre les pions pour plus de clarté ici. Donc, les pions ils sont ici, là, 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 là et là. Et donc, il faut que j'en mette aussi là, 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 là et là. Et puis là, pareil, donc vous voyez, c'est une grosse cochaine. Et puis là, pareil, ici, ici,
ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici et ici. Et vous voyez pas ici à l'intérieur, parce que là, les deux ont des pions, donc les deux extrémités sont les mêmes, donc je ne mets pas de cochaine. Et une façon de visualiser ça, si vous regardez bien, c'est, je vais la mettre en violet, parce que là, c'est ni une chaîne, c'est pas une cochaine, mais c'est une façon de voir, c'est que si vous regardez l'orthogonale de chacune de ces cochaines, vous voyez, ça vous fait ceci. Ici, pareil, je prends les orthogonaux partout. Ici, pareil, les orthogonaux. Et ici. Hop. Et vous voyez que ça vous délimite exactement les régions où il y a des pions, des régions où il n'y a pas de pions. Donc en fait, j'aurais pu le dessiner ici. Et voilà, ça vous donne ces régions-là. Donc, mais c'est comme ça qu'est défini le delta. Pour une cochaine, le delta est défini de la façon suivante. Alors, je vais vous dessiner à nouveau la même cochaine ici. Alors, il ne faut pas que je me plante. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac et tac. Et donc là, la règle, c'est facile. Vous allez colorier en rouge tous les triangles où il y a soit il y a un côté jaune ou trois côtés jaunes. Donc là, il y a un côté jaune, donc je le colorie. Ici, il y a trois côtés jaunes, donc je colorie. Trois côtés jaunes, donc je colorie. Un côté jaune, je colorie. Un côté jaune. Là, il y en a deux, donc je ne colorie pas. Là, il y en a un, là, il y en a un. Voilà, là, il y en a un, là, il y en a un. Là, il y en a un, là, il y en a un. Là, il y en a deux. Et donc voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, donc ça, c'est le delta de la cochaine qui est là. Et puis enfin, si vous avez une 2 cochaines, eh bien, le delta, ça augmente la dimension, mais comme là, on est en dimension maximum, bah, il n'y a rien à faire. Donc en fait, ici, il n'y a rien à faire. Ensuite, il n'y a rien à faire, donc je peux juste oublier ce dessin-là. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on pourrait se demander, c'est quels sont les 0 cochaines et une cochaine et deux cochaines comment est-ce qu'on peut caractériser toutes les cochaines qui sont telles que leur delta fait 0. Donc je vais coller une troisième fois mon image là. Et donc, ceux-ci, je vais les appeler, celles telles que leur delta fait 0, je vais les appeler les cobords. D'accord, les cobords, ça va être ceux, donc c'est des chaînes telles que delta de la chaîne est égal à 0. C'est-à-dire que je ne veux rien avoir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je commence avec les pions en bleu. Donc je veux mettre des pions, d'une certaine façon, tels que le delta fait 0, donc ça veut dire que dans le delta, je dois colorer rien du tout en jaune. Et je vous ai dit qu'on colorie quelque chose en jaune dès que les deux extrémités ne sont pas les mêmes. Donc la seule façon d'avoir delta égal à 0, c'est qu'il faut que tous soient colorés de la même façon. Donc soit je dois mettre des pions partout, soit nulle part. Donc, comme c'est un peu pénible, je vais juste écrire tout ou rien. Ça va être les cobords. Maintenant, regardons les une chaîne. Donc les une chaîne, je vous rappelle, c'est les traits jaunes. Et je veux mettre une certaine configuration de traits jaunes, telle que tous les triangles restent coloriés en gris quand j'applique le delta. Ça veut dire qu'il faut que j'ai aucun triangle qui soit bordé de un côté jaune ou trois côtés jaunes. Donc il faut que tous les triangles soient bordés de 0 ou 2 côtés jaunes. Donc par exemple, si je regarde ceci, là c'est bon, lui il est bordé de 2 côtés jaunes. Par contre lui il ne l'est pas, donc il faut que je le fasse, voilà, comme ça.
Et puis ensuite, il faut que je continue. Vous voyez, lui, il ne l'est pas. Donc par exemple, je peux faire ça. Mais donc voilà, un exemple. Vous voyez, je fais ça. Maintenant, lui, il n'est pas. Donc il faut que je fasse ça. Lui, il n'est pas. Voilà, donc ça, c'est un exemple, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple de cobord. Si je calcule le delta de ça, vous voyez, tous les triangles sont bordés soit de 0, soit de 2 côtés jaunes. Et donc, ça fait toujours 0. Donc ça, c'est un cobord. Et enfin, la troisième côté ici, eh bien, comme j'ai dit, le cobord de quelque chose des triangles rouges est toujours 0, donc c'est n'importe quoi. Donc tout. Donc le seul point qui est un petit peu mystérieux, c'est celui du milieu là, qu'il faudrait arriver à caractériser. Et pour ça, c'est utile de voir la construction avec les lacets roses, mais donc on va la faire après. La dernière chose qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle les cocycles. Donc les cocycles, ça va être pardon, j'ai fait l'inverse de ce que je voulais. Ça, c'était les cocycles. Alors, attendez, il faut que je corrige. Je me suis trompé dans la terminologie. Alors, attendez, maintenant je suis perturbé. Donc, les cocycles, il faut que delta du truc soit égal à 0. Et les cobords, donc ça c'était les cocycles, voilà, c'est ça. C'est là que j'aurais dû changer. Cocycles, et donc maintenant je vais regarder les cobords. Donc pardon pour ça. Je vais regarder les cobords. Donc je veux regarder les choses qui sont égales à delta de quelque chose. C'est-à-dire quels sont les types de choses qu'on peut obtenir comme étant le delta de quelque chose. Eh bien, ici, quelles sont les configurations de points qui sont le delta de quelque chose? Eh bien, ça n'existe pas, puisque delta, ça renvoie toujours quelque chose de dimension au moins 1. Donc, il n'y a rien qui est le delta de quelque chose ici. Donc, je mets rien. Ensuite, ici, il faut que je vois qu'est-ce qui est le delta de quelque chose. Et pour ça, je vous avais dit, il y a une construction qui est bien, c'est que vous mettez des points, et quand vous calculez le delta, ça vous donne, vous avez cette petite chose là avec les lacets, vous entourez les régions où il y a des pions et vous laissez de côté celles où il n'y en a pas, et vous coloriez toutes les arêtes qui sont intersectées par le lacet rose. Donc, ici, on sait que ça va être les intersections. On sait que ça va être les intersections avec les lacets roses. Avec les lacets roses. Alors que ici, je vous rappelle, il faut que le nombre de bords jaunes doit toujours être égal à 0 ou 2 pour tous les triangles. Bon, mais là, vous voyez que si vous prenez n'importe quel lacet, hop, je vais prendre un lacet comme ça, par exemple, et hop, et voilà, comme ça. Ben, vous voyez que par définition, le lacet, il faut qu'il rentre quelque part et qu'il sorte quelque part. Donc, si le lacet passe par un certain triangle, alors il y aura deux côtés jaunes qui seront coloriés. Et s'il n'y passe pas, ben, il y en aura 0. Et réciproquement, et donc c'est ça qui est dur à prouver, réciproquement, n'importe quelle configuration jaune comme ça, où le nombre de bords coloriés c'est toujours soit 2, soit 0, alors on pourra toujours mettre un lacet qui passe par là. Et ça, vous voyez que c'est la propriété difficile, c'est là que la topologie intervient.
Mais ce qu'on peut voir, c'est que ces deux choses-là, en fait, sont les mêmes. Et finalement, quels sont les cobords ici? Eh bien, on veut savoir quels sont les triangles qui peuvent être obtenus à partir d'une configuration de triangle. Donc, prenons un triangle rouge, par exemple ici, et voyons, est-ce que je peux voir ça comme le delta de quelque chose? Donc, vous voyez, je dois mettre des... Vous voyez, c'est là que ça devient vraiment un petit jeu. Je dois mettre des cochaînes de dimension 1, une cochaîne, telles que ce triangle-là, il est 1 ou 3 voisins jaunes, mais tous les autres en est 0 ou 2. Et donc ça, je peux le faire. Vous voyez, je mets 1 ici. Donc là, il a 1. Et ensuite, je m'éloigne comme ça vers le bord. Et vous voyez que là, tous les autres triangles ont 0 ou 2, sauf celui-ci qui a bien un seul voisin. Et donc, vous voyez que n'importe quel triangle rouge, on peut faire ça. Maintenant, si je mettais un deuxième triangle rouge, je pourrais faire la même chose avec le truc jaune. Et je pourrais, comme ça, par linéarité, additionner. Et donc, en fait, n'importe quelle configuration ici marche. Donc ici, je peux marquer tout. Donc voilà, il faut refaire ce petit truc à la tête reposée. En tout cas, ce que vous voyez, c'est que tout ici, toutes les deux cochaînes sont des cocycles et des cobords. Ici, il n'y a que quelques 0 cochaînes qui sont des cocycles, c'est soit quand tout est colorié ou rien du tout, et il y en a encore moins qui sont des cobords, c'est quand rien n'est colorié. Et ici, on a des conditions un peu spéciales, mais ce qu'on peut voir à la fin, c'est que finalement, les cocycles et les cobords, c'est la même chose. Et donc la différence entre ces deux choses, vous voyez que lui est toujours un petit peu plus gros que lui. Les cocycles, il y en a toujours un petit peu plus que des cobords. Les cobords sont toujours des cocycles. Ça, c'est parce que delta de delta fait 0. On pourrait le démontrer. On pourrait le démontrer. On pourrait le voir d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut le voir? Vous voyez, si vous prenez une 0 cochaîne, des points, vous calculez le delta. Donc ça vous fait une cochaîne comme ça qui est donnée là. Et maintenant, vous calculez le delta de ça. Vous pouvez vérifier facilement que là, tous les triangles ont soit 0, soit 2 côtés jaunes. Et donc, il n'y aura aucun triangle rouge à mettre là-dedans. Et donc, finalement, tout ceci nous permet de calculer la cohomologie. La cohomologie, c'est juste le rapport entre les deux. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un rapport qui est, si je mets tout, divisé par tout ou rien. Et donc, on va dire que ceci, la cohomologie, c'est Z2, c'est-à-dire le groupe à 2 éléments. C'est le quotient de ce groupe-là. Là, on a Z2. Et ici, on a le groupe à 1 élément. Et donc, ici, on obtient Z2. Ici, on a un groupe énorme. Mais ici, on a un autre groupe énorme qui est le même. Donc, le quotient, disons, fait 0. Alors, parfois, oui, je vais le noter additivement. Donc, on note 0 ici. Et donc on note ça 0. Ici, je vais mettre 0. Et finalement, ici, tout sur tout, ça fait aussi 0. Et donc, on a calculé les groupes de cohomologie. Donc, ceci, ce sont les groupes de cohomologie. Du plan R2 à valeur dans Z2 qui vaut 0 ou 1. Et vous voyez que c'est vraiment ce groupe-là qu'on a utilisé, parce qu'à chaque fois, j'avais que deux possibilités, c'est soit colorier ou ne pas colorier. Si je colorie pas, je dis que c'est 0. Si je colorie, je dis que c'est 1. Donc on a calculé, voilà, H0 du plan et de Z2. Donc ça, c'est le Z2 qui est ici, etc. Je vais le mettre au-dessus. Donc ceci, c'est H0 de R2 et de Z2. Ceci, c'est le H1 de R2 et de Z2. Et ceci, c'est le H2 de R2 et de Z2. Et on l'a calculé, vous voyez, en faisant ces petits dessins-là. Et donc maintenant, ce que je vous propose, pour terminer, c'est de regarder ce qui se passe pour un groupe, pour un espace moins trivial. Et donc, par exemple, on va faire
on va faire la sphère. On va faire d'abord peut-être un anneau. Donc si je fais un anneau, donc les règles du jeu vont être exactement les mêmes, donc je vais pouvoir aller plus vite. Mais maintenant, il y a quelques petites choses qui vont changer, et vous allez voir, c'est intéressant. Alors attendez, je dois charger l'image suivante. Voilà. Donc maintenant, on va regarder l'exemple suivant. Je ne sais plus combien, 6. On va regarder les groupes de cohomologie HI de non plus du plan, mais de R2, enfin plutôt on va l'appeler on pourrait le dire de R2 moins un point, mais c'est la même chose que de l'anneau. Et à coefficient pareil, dans Z2, en jouant le même petit jeu. Et donc voilà, alors les définitions des cochaines, etc., sont toujours exactement les mêmes. Et donc maintenant, vous pouvez voir ici quels sont, essayons de voir quels sont les cochaines alors plutôt, on va essayer de voir quels sont les cocycles et les cobords. Donc on va commencer par les cocycles, comme moi ici. Donc les cocycles, c'est ceux tels que le D fait 0. Le delta fait 0 sur eux. Donc si je commence par les points, là c'est exactement pareil que tout à l'heure. Si je veux rien colorier, si je veux colorier aucune arête, il faut que tout soit bleu, soit rien. Donc c'est pareil, c'est tout ou rien. Donc vous voyez, je dis que c'est un anneau parce que maintenant il y a une case que j'ai retirée au milieu. C'est ça qui fait que... ici maintenant, la propriété... Vous voyez, il fallait que le nombre pour être un cocycle, il faut que le nombre de bords jaunes soit toujours 0 ou 2. Ça n'a pas changé. Donc c'est pareil. Le nombre de bords jaunes est 0 ou 2 pour chaque triangle. Et finalement, ici, eh bien, comme tout à l'heure, c'est tout, puisque delta d'un cocycle de dimension 2, d'une cochaine de dimension 2, ça va forcément faire 0. Donc il n'y a pas grand-chose de nouveau ici. Et donc maintenant, il faut juste regarder ce qui se passe pour les cobords. Et donc pour les cobords, on a quoi? Eh bien ici, de la même façon que tout à l'heure, si je veux être un cobord, eh bien tout est un... Plutôt rien n'est un cobord, puisqu'on est en dimension 0. Maintenant, c'est ici que la chose va changer. L'idée, c'est qu'on va pouvoir... On va essayer de voir quels sont vraiment les cobords. Donc, voyons quelles sont les configurations, et voyons si c'est vraiment vrai que cette condition-là suffit. Et pour ça, eh bien, il y a une configuration qu'on va regarder, qui est... Il faut que je la mette en jaune. Vous voyez, je mets cette configuration-là. Est-ce que celle-ci est un cobord? Eh bien, est-ce que je peux trouver une configuration de points bleus telle que je mets les pions bleus dessus et j'aurai un trait jaune à chaque fois qu'il y a quelque chose de différent? Eh bien, vous voyez que ici, par exemple, je peux décider de mettre un pion. Mais du coup, ici, je ne dois pas en mettre. Ici, du coup, je dois en mettre. Ici, je ne dois donc pas en mettre. Ici, je dois en mettre. Et ici, je ne dois pas en mettre. Mais maintenant, dans tous ces endroits-là, je dois en mettre, puisque sinon, ces côtés-là seraient coloriés. Donc, je dois en mettre, je dois en mettre, je dois en mettre, etc. Je continue comme ça. Et vous voyez, je commence à partir comme ça. Et là, je dois en mettre. Et hop, on voit que c'est incompatible. Donc, il y a une incompatibilité. Donc, ceci n'est pas un cobord. Ceci n'est pas un cobord. Et vous voyez, la raison pour laquelle ici ça marche, c'est parce que si je trace le
le lacet violet ici, il ne sépare pas la surface en 2 dimensions. J'ai pu trouver un lacet qui part d'un bord à l'autre, mais qui ne sépare pas l'anneau en 2 zones distinctes, où il y aurait d'un côté des pions et de l'autre côté, il n'y en aurait pas. Et donc, on voit que, ici, cette condition-là n'est pas satisfaite. Et en fait, cette configuration-là, c'est la seule qui va être, parce qu'évidemment, je pourrais en faire d'autres. Par exemple, je pourrais me mettre là, par exemple, ici. Mais si je fais ça, donc là, ça marche aussi. Mais là, alors, la différence des deux, c'est que là, maintenant, je peux remplir de pions ce côté-là et rien de ce côté-là. Et donc, la différence des deux, ça va être un cobord. Et donc, finalement, dans le quotient, il va y avoir qu'une seule classe qui va rester, qui est celle de tous les lacets, enfin, tous les ensembles comme ça, de une cochaine qui relie l'extérieur de l'anneau avec l'intérieur de l'anneau. Et finalement, ici, si je fais pareil ici avec les rouges, je vais me demander lesquels sont des cobords. Et bien là, évidemment, c'est comme tout à l'heure. Si je mets un triangle où qu'il soit, je mets un triangle où qu'il soit, par exemple ici, eh bien, je peux très facilement trouver une cochaine qui correspond à ça. Je fais exactement la même construction que tout à l'heure, par exemple. Hop, je passe par là. Hop, et ça marche. Donc là, j'ai aussi tout. Et donc, maintenant, si je calcule, par conséquent, la cohomologie, eh bien, ici, j'obtiens la même chose que tout à l'heure. Tout, rien et là, rien. Donc, j'ai un rapport de Z2 entre les deux. Et ici, maintenant, j'ai également 2 fois plus de configuration ici que là. Et donc, le rapport va être également de Z2 ici. Et ici, 0. Et donc, j'ai calculé comme ça les cohomologies. Voilà. Et alors maintenant, comme ça fait déjà un petit moment, je vais bientôt arrêter cette vidéo. J'avais prévu de faire un 3e exemple. Enfin, plutôt un 3e exemple avec ce formalisme-là. Donc, je vais juste vous le mettre. Et donc, c'est celui de la sphère. Donc là, pour la sphère, je vais aussi vous coller le même dessin. Sauf que je ne vais pas le faire en détail ici. Et je vais le laisser à faire en... pour vous entraîner. Je vais juste expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Donc les règles du jeu sont exactement les mêmes, sauf que maintenant, il faut avoir une sphère. Donc comment est-ce qu'on réalise une sphère? Eh bien, l'idée, c'est qu'on a ajouté un point. Donc ce point, c'est le point qui est à l'infini ici. Et donc si je le colorie, je suis obligé de colorier, vous voyez, toutes les extrémités là. C'est le même point. Donc soit il faut que je le mette en entier, soit je ne le mets pas. Voilà, mais sinon les règles sont les mêmes. Et vous voyez que ceux-ci, ce sont bien des triangles parce qu'il n'y a pas de... Vous voyez qu'il n'y a pas de une cochaine ici, puisque ce point-là et ce point-là sont les mêmes. Donc vous voyez que c'est bien un triangle. C'est juste un triangle dessiné d'une façon un peu particulière. Et donc, je vais juste vous dire la chose essentielle. C'est si on essaye de trouver quels sont les deux cochaines qui sont des cobords. Donc ça, c'est la question un peu fondamentale. Et vous allez voir que c'est non trivial. Donc je vais juste faire ce cas-là. Donc ce serait ce qui se passerait ici sur la 3e image. Donc imaginons que je fasse comme tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais mis
un triangle ici, et j'avais vu, ah bah je peux le voir comme un cobord, et donc c'était facile, n'importe quelle configuration convenait. Mais maintenant, regardez ce qui se passe si j'essaie de faire la même chose. Donc je vais mettre un triangle, disons ici, et je veux voir, est-ce que vraiment c'est le cobord de quelque chose. Donc est-ce que je peux trouver un ensemble de bords, tel qu'avec mes règles, ça marche. Donc vous voyez, je mets, disons, j'essaie de faire comme tout à l'heure, hop, j'essaie de partir comme ça, comme ça, comme ça. Et donc là, maintenant, la différence, c'est que je ne peux pas m'arrêter là. Si je m'arrêtais ici, ce triangle-là n'aurait qu'un seul côté, et donc il faudrait que je le colorie en rouge. Donc vous voyez, j'aurais cette configuration-là. En vous rappelant que ceci, c'est bien un triangle. Hein. Ça ressemble à un carré, mais c'est bien un triangle, là, il n'a que trois côtés. Bon, mais donc je ne veux pas faire ça, hein. Je veux voir, est-ce que je peux trouver un cobord comme ça? Alors, dans ce cas, il faut que je continue, donc je peux me dire, je continue comme ça, lui, c'est bon, maintenant, il a un nombre pair de côtés, sauf que maintenant, lui, vous voyez, il n'en a que 1. Et donc, une chose que je pourrais faire, c'est faire ça. Là, maintenant, il en a un nombre pair. Mais lui, il n'en a qu'un nombre impair, donc vous voyez, je peux continuer comme ça, autant de fois que je veux, sauf que, est-ce que ça va se finir au bout d'un moment? Ben oui, hop, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Hop, hop, hop. Et alors là, qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut que lui, je ne veux pas qu'il soit colorié en rouge, donc il faut absolument que je colorie soit ce côté-là, soit celui-ci. Mais celui-ci, je ne peux pas le colorier, parce que sinon, lui aurait 3 côtés. Donc je ne peux pas aller, donc je suis obligé de venir ici. Et là, vous voyez que je vais me retrouver coincé bientôt. Je ne peux pas colorier lui, donc je suis obligé... Mais lui, il ne doit pas avoir 3 côtés, donc je suis obligé de colorier celui-ci, etc. Et donc là, vous voyez, je repars pour un tour, comme ceci. Hop. Et là, à nouveau coincé, je ne peux pas colorier celui-ci. Et donc, vous voyez, hop, j'arrive là, et là, je suis coincé. Puisque ce triangle-là, je ne peux pas colorier aucun des deux côtés, mais il fallait qu'il soit rouge. Donc, vous voyez qu'il y a une propriété fondamentale, qui est une sorte de... Donc, je vais montrer. Vous voyez, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on n'arrive pas. Vous voyez, la chaîne se finit forcément sur sur un triangle. Il n'est pas possible de partir d'un triangle et de faire que la chaîne jaune, là, s'arrête quelque part. Et vous voyez, c'est comme une charge électrique. Ces choses-là, il faut voir comme l'une a une charge électrique et l'autre a une autre charge électrique, et la charge ne peut pas s'échapper. Et en fait, cette analogie-là est plus profonde que ce que vous pensez peut-être. C'est vraiment comme ça que marchent les flux de champs électriques ou de champs magnétiques. C'est pas un hasard si j'ai parlé de cohomologie de De Rham, donc de formes différentielles et de B, etc. Vous voyez, il n'y a pas de moyen. C'est comme un monopôle magnétique, si vous voulez. Ça ne peut pas exister tout seul. Il n'y a que des dipôles qui peuvent exister. Et donc ça repose sur le fait que la topologie, c'est la topologie de la sphère. Et donc maintenant, je vous laisse à faire en exercice et à voir que si je conclus, du coup, je fais la même chose pour tous les bords et cobords en toutes les dimensions, je vais trouver les groupes de cohomologie de la sphère, et ceux-ci vont être égaux à Z2 ici, 0 ici, et Z2 ici. Et donc, vous voyez qu'on a 3 exemples d'assignation de groupes de cohomologie. Z2, 0, Z2, ça c'est pour la sphère. Z2, Z2, 0, ça c'est pour l'anneau. Et Z2, 0, 0, ça c'est pour le plan. Et donc, vous voyez que ces groupes de cohomologie arrivent à distinguer comme ça la topologie. Et on peut le voir, on peut le sentir par les propriétés de ces petits jeux que j'ai fait là. Donc, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. La prochaine fois, donc dans une semaine, je vais poster la vidéo suivante où on va faire maintenant, de façon beaucoup plus précise et mathématique, la théorie de la cohomologie, et où on va calculer toutes ces choses-là et aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de mettre de commenter, de partager, etc. si ça vous plaît.
et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette petite discussion sur la cohomologie.